Bonsoir à tous, bienvenue sur D8 dans une nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Vous travaillez de nuit, vous n'arrivez pas à dormir, ou alors tout simplement féru amoureux, enthousiaste, entiché, épris, fervent, fou, mordu, passionné de littérature. Promis, je me calme dans quelques secondes. Eh bien, je suis là pour vous accompagner un moment avec Cyrano de Bergerac. Et oui, puisqu'en ce moment, nous lisons Les États et empires de la Lune. Vous avez des suggestions à nous faire de chefs-d'œuvre ou alors tout simplement nous faire un petit coucou? Vous pouvez le faire via les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Bien sûr, je réponds à vos messages. Et également, vous pouvez nous faire parvenir des bonbons, des boîtes de chocolat via l'adresse postale de VBN qui est le 1 rue Les Enfants du Paradis à Boulogne. Nous continuons donc Cyrano de Bergerac, Les États et empires de la Lune. Je m'en étais arrêtée à la page 86. Une si grande solitude de viande, lorsque je périssais de faim, m'obligea de lui demander où c'était qu'on avait dressé. Je n'écoutais point ce qu'il me répondit, car 3 ou 4 jeunes garçons, enfants de l'hôte, s'approchèrent de moi dans cet instant, qui, avec beaucoup de civilité, me dépouillèrent jusqu'à la chemise. Cette nouvelle façon de cérémonie m'étonna si fort que je n'en osais pas seulement demander la cause à mes beaux valets de chambre, et je ne sais comment à mon guide, qui s'enquit par où je voulais commencer. Je pus répondre ces 2 mots. Un potage. Aussitôt, je sentis l'odeur de plus succulent mitonné qui frappa à jamais le nez de mauvais riches. Je voulus me lever de ma place pour chercher du naseau la source de cette agréable fumée. Mais mon porteur m'en empêcha. « Où voulez-vous aller ?» me dit-il. « Tantôt nous sortirons à la promenade, mais maintenant il est raison de manger. Achevez votre potage, et puis nous ferons venir autre chose. » « Et où diantre est ce potage ?» lui criai-je tout en colère. « Avez-vous fait gageur de vous moquer tout aujourd'hui de moi ? Je pensais, me répliqua-t-il, que vous eussiez vu à la ville d'où nous venons, votre maître ou quelque autre prendre ses repas. C'est pourquoi je ne vous avais point entretenu de la façon de se nourrir en ce pays. Puis donc, que vous l'ignorez encore, sachez qu'on ne vit ici que de fumée. L'art de la cuisinerie est de renfermer dans les grands vaisseaux, mouler exprès l'exhalaison qui sort des viandes, et en ayant ramassé de plusieurs sortes et de différents goûts, selon l'appétit de ceux que l'on traite. On débouche le vaisseau où cette odeur est assemblée, et on découvre après cela un autre, puis un autre ensuite, jusqu'à ce que la compagnie soit tout à fait repue. À moins que vous ayez déjà vécu de cette sorte, vous ne croirez jamais que le nez, sans dents et sans gosier, fasse pour nourrir l'homme l'office de sa bouche, mais je m'en vais pour le faire voir par expérience. Il n'eut pas plutôt achevé de promettre que je sentis entrer successivement dans la salle tant d'agréables vapeurs et si nourrissantes qu'en moins de demi-quart d'heure, je me sentis tout à fait rassasié. Quand nous fûmes levés, « Ceci n'est pas dit, dit-il, une chose qui vous doive causer beaucoup d'admiration, puisque vous ne pouvez pas avoir tant vécu sans observer qu'en votre monde, les cuisiniers et les pâtissiers qui mangent moins que les personnes d'une autre vacation sont pourtant bien plus gras. D'où procède leur embonpoint, si ce n'est de la fumée des viandes dont sans cesse ils sont environnés, qui pénètre leur corps et les nourrit ?
Aussi, les personnes de ce monde-ci jouissent d'une santé bien moins interrompue et plus vigoureuse, à cause que la nourriture n'engendre presque point d'excréments qui sont l'origine de quasi toutes les maladies. Vous avez possible été surpris lorsqu'avant le repas, on vous a déshabillé, parce que cette coutume n'est pas usitée en votre pays, mais c'est la mode de celui-ci et l'on s'en sert afin que l'animal soit plus transpirable à la fumée. Monsieur, lui répartis-je, il y a très grande apparence à ce que vous dites, et je viens moi-même d'en expérimenter quelque chose. Mais je vous avouerai que, ne pouvant pas me débrutaliser si promptement, je serais bien aise de sentir un morceau palpable sous mes dents. Il me le promit, et toutefois ce fut pour le lendemain, à cause, disait-il, que de manger si tôt après le repas me reproduirait quelques indigestions. Nous discourûmes encore quelque temps, puis nous montâmes à la chambre pour nous coucher. Un homme au haut de l'escalier se présenta à nous, qui, nous ayant envisagé fort attentivement, me mena dans un cabinet dont le plancher était couvert de fleurs d'orange, à la hauteur de 3 pieds, et mon démon dans un autre repli d'œillets et de jasmin. Il me dit, voyant que je paraissais étonné de cette magnificence, que c'était la mode des lits du pays. Enfin, nous nous couchâmes, chacun dans notre cellule. Et dès que je fus étendu sur mes fleurs, j'aperçus à la lueur d'une trentaine de gros vers luisants enfermés dans un cristal, car on ne se sert point d'autre chandelle. Ces 3 ou 4 jeunes garçons qui m'avaient déshabillé à souper, dont l'un se mit à me chatouiller les pieds, l'autre les cuisses, l'autre les flancs, l'autre les bras, et tous avec tant de mignonnerie et de délicatesse qu'en moins d'un moment, je me sentis assoupir. Je vis entrer le lendemain mon démon avec le soleil, et « Je vous tiens parole, me dit-il, vous déjeunerez plus solidement que vous ne soupâtes hier. » À ces mots, je me levai, et il me conduisit par la main derrière le jardin du logis, où l'un des enfants de l'hôte nous attendait avec une arme à la main, presque semblable à nos fusils. Il demanda à mon guide si je voulais une douzaine d'alouettes, parce que les magots, il me tenait pour tel, se nourrissaient de cette viande. À peine eus-je répondu oui, que le chasseur décharge en l'air un coup de feu, et 20 ou 30 alouettes furent à nos pieds toutes cuites. Voilà, m'imaginai-je aussitôt, ce que nous dit par proverbe, en notre monde, d'un pays où les alouettes tombent toutes rôties. Sans doute quelqu'un était revenu d'ici. Vous n'avez qu'à manger, me dit mon démon. Ils ont l'industrie de mêler, parmi la composition qui tue, plume et rôtit le gibier, les ingrédients dont il le faut assaisonner. J'en ramassai quelques-unes, dont je mangeai sur ma parole, et en vérité, je n'ai jamais en ma vie rien goûté de si délicieux. Après ce déjeuner, nous nous mîmes en état de partir, et avec 1000 grimaces dont ils se servent quand ils veulent témoigner de l'affection, l'autre reçut un papier de mon démon. Je lui demandai si c'était une obligation pour la valeur de l'écho. Il me répartit que non, qu'il ne lui devait plus rien, et que c'était des vers. « Comment des vers ?» lui répliquai-je. « Les taverniers sont donc curieux en rime. » C'est, me répondit-il, la monnaie du pays, et la dépense que nous venons de faire, séance, s'est trouvée montée à un sixin que je lui vins de donner. Je ne craignais pas de demeurer court, car quand nous ferions ici ripaille pendant 8 jours, nous ne saurions dépenser un sonnet.
et j'en ai 4 sur moi, avec 9 épigrammes, 2 odes et une églogue. Ah, vraiment, dis-je en moi-même, voilà justement la monnaie dont Sorel fait servir Hortensius dans Francion. Je m'en souviens. C'est là sans doute qu'il l'a dérobée. Mais de qui diable peut-il l'avoir pris? Il faut que ce soit de sa mère, car j'ai ouï dire qu'elle était lunatique. J'interrogeai mon démon ensuite si ces vers, mon ayé, servaient toujours pourvu qu'on les transcrivît. Il me répondit que non, et continua ainsi. Quand on en a composé, l'auteur les porte à la cour des monnaies, où les poètes jurés du royaume font leur résidence. Là, les vérificateurs officiers mettent les pièces à l'épreuve. Et si elles sont jugées de bonne loi, on les taxe non pas selon leur poids, mais selon leur pointe. Et de cette sorte, quand quelqu'un meurt de faim, ce n'est jamais qu'un buffle, et les personnes d'esprit font toujours grande chère. J'admirais tout extasié la police judicieuse de ce pays-là, et il poursuivit de cette façon. Il y a encore d'autres personnes qui tiennent cabaret d'une manière bien différente. Lorsque vous sortez de chez eux, ils vous demandent à proposition des frais un acquis pour l'autre monde. Et dès qu'on le leur a abandonné, ils écrivent dans un grand registre qu'ils appellent les comptes de Dieu. À peu près ainsi. Item, la valeur de tant de vers délivrés un tel jour à un tel, que Dieu me doit rembourser aussitôt l'acquis reçu du premier fonds qui se trouvera. Lorsqu'ils se sentent malades, en danger de mourir, ils font hacher ces registres en morceaux et les avalent, parce qu'ils croient que, s'ils n'étaient ainsi digérés, Dieu ne pourrait pas les lire. Cet entretien m'empêchait pas que nous ne continuassions de marcher, c'est-à-dire mon porteur à 4 pattes sous moi et moi à califourchon sur lui. Je ne particulariserai point davantage les aventures qui nous arrêtèrent sur le chemin, tant il y a que nous y arrivâmes, enfin, où le roi fait sa résidence. Je fus mené droit au palais. Les grands me reçurent avec des admirations plus modérées que n'avait fait le peuple quand j'étais passé dans les rues. Leur conclusion néanmoins fut semblable, à savoir que j'étais sans doute la femelle du petit animal de la reine. Mon guide me l'interprétait ainsi, et cependant, lui-même n'entendait point cette énigme, et ne savait qui était ce petit animal de la reine. Mais nous en fûmes bientôt éclaircis, car le roi, quelque temps après, commanda qu'on l'amenât. À une demi-heure de là, je vis entrer au milieu d'une troupe de singes qui portaient la fraise et le haut de chausse. Un petit homme bâti presque tout comme moi, car il marchait à 2 pieds. Sitôt qu'il m'aperçut, il m'aborda par un criado de Vuestra Mercede. Je lui ripostai sa révérence, à peu près en même termes, mais hélas, ils ne nous eurent pas plutôt vu parler ensemble qu'ils crurent tout le préjugé véritable. Et cette conjoncture n'avait garde de produire un autre succès, car celui de tous les assistants qui opinaient pour nous avec plus grande faveur protestait que notre entretien était un grognement, que la joie d'être rejoint par un instinct naturel nous faisait bourdonner. Ce petit homme me conta qu'il était européen, natif de la vieille Castille, qu'il avait trouvé moyen avec des oiseaux de se faire porter jusqu'au monde de la Lune,
où nous étions à présent, qu'étant tombée entre les mains de la reine, elle l'avait pris pour un singe à cause qu'il l'habille. Par hasard, en ce pays-là, les singes à l'espagnol, et que, l'ayant à son arrivée trouvé vêtu de cette façon, elle n'avait point douté qu'il ne fût de l'espèce. Il faut bien dire, lui répliquai-je, qu'après leur avoir essayé toutes sortes d'habits, il n'en est point rencontré de plus ridicule, et que c'était pour cela qu'ils équipent de la sorte, n'entretenant ces animaux que pour se donner du plaisir. Ce n'est pas connaître, dit-il, la dignité de notre nation, en faveur de qui l'univers ne produit des hommes que pour nous donner des esclaves, et pour qui la nature ne saurait engendrer que des matières de rire. Il me supplia ensuite de lui apprendre comment je m'étais osé hasarder de gravir à la lune avec la machine dont je lui avais parlé. Je lui répondis que c'était à cause qu'il avait emmené les oiseaux sur lesquels j'y pensais aller. Il sourit de cette raillerie, et environ un quart d'heure après, le roi commanda au gardeur des singes de nous ramener, avec ordre, exprès de nous faire coucher ensemble, l'Espagnol et moi, pour faire en son royaume multiplier notre espèce. On exécuta de ce point en point la volonté du prince, de quoi je fus très aise pour le plaisir que je recevais d'avoir quelqu'un qui m'entretint pendant la solitude de ma brutification. Un jour, mon mâle, car on me tenait pour la femelle, me conta que ce qui l'avait véritablement obligé de courir toute la terre et enfin de l'abandonner pour la lune était qu'il n'avait pu trouver un seul pays où l'imagination même fût en liberté. Voyez-vous, me dit-il, à moins de porter un bonnet carré, un chaperon ou une soutane, quoi que vous puissiez dire de beau, s'il est contre le principe de ces docteurs de drap, vous êtes un idiot, un folle ou un athée. On m'a voulu mettre à mon pays à l'inquisition pour ce qu'à la barbe des pédants a heurté. J'avais soutenu qu'il y avait du vide dans la nature et que je ne connaissais point de matière au monde plus pesante l'une que l'autre. Je lui demandai de quelle probabilité il appuyait d'une opinion si peu reçue. Il faut, me répondit-il, pour en venir à bout, supposer qu'il n'y a qu'un élément, car encore que nous voyons de l'eau, de la terre, de l'air et du feu séparés, on ne les trouve jamais pourtant si parfaitement purs qu'ils ne soient encore engagés les uns avec les autres. Quand par exemple vous regardez du feu, ce n'est pas du feu, ce n'est rien que de l'air beaucoup étendu. L'air n'est que de l'eau fort dilatée. L'eau n'est que de la terre qui se fond. Et la terre elle-même n'est autre chose que de l'eau beaucoup resserrée. Et ainsi, à pénétrer sérieusement la matière, vous trouverez qu'elle n'est qu'une qui, comme une excellente comédienne, joue ici-bas toutes sortes de personnages, sous toutes sortes d'habits. Autrement, il faudrait admettre autant d'éléments qu'il y a de sortes de corps. Et si vous me demandez pourquoi donc le feu brûle et l'eau refroidit, vu que ce n'est qu'une même matière, je vous réponds que cette matière agit par sympathie, selon la disposition où elle se trouve dans le temps qu'elle agit. Le feu, qui n'est rien que la terre encore plus répandue qu'elle ne l'est pour continuer l'air, tâche à changer en elle par sympathie ce qu'elle rencontre. Ainsi, la chaleur du charbon, étant le feu le plus subtil et le plus propre à pénétrer un corps, se glisse entre les pores de notre masse, nous fait dilater au commencement,
parce que c'est une nouvelle matière qui nous remplit, nous fait exhaler en sueur. Cette sueur, étendue par le feu, se convertit en fumée et devint air. Cet air, encore davantage fondu par la chaleur de l'antipéristate ou des astres de la voisine, s'appelle feu. Et la terre, abandonnée par le froid et par l'humide qui l'y est, toutes nos parties tombent en terre. L'eau, d'autre part, quoiqu'elle ne diffère de la matière du feu, qu'en ce qu'elle est plus serrée, ne nous brûle pas, à cause qu'étant serrée, elle demande par sympathie à resserrer les corps qu'elle rencontre. Et le froid que nous sentons n'est autre chose que l'effet de notre chair, et qui se remplit sur elle-même par le voisinage de la terre ou de l'eau, qui la contraint de lui ressembler. De là vient que les hydropiques remplis d'eau changent en eau toute la nourriture qu'ils prennent. De là vint que les bilieux changent en bile tout le sang que forme leur soie. Supposez donc qu'il n'y ait qu'un seul élément. Il est certissime que tous les corps, chacun selon sa quantité, inclinent également au centre de la terre. Mais vous me demanderez pourquoi donc l'or, le fer, les métaux, la terre, le bois descendent plus vite à ce centre qu'une éponge, si ce n'est à cause qu'elle est pleine d'air qui tend naturellement en haut. Ce n'est point de tout la raison, et voici comme je vous réponds. Quoiqu'une roche tombe avec plus de rapidité qu'une plume, l'une et l'autre ont même inclination pour ce voyage, mais un boulet de canon, par exemple, s'il trouvait la terre percée à jour, se précipiterait plus vite à son cœur qu'une vessie grosse de vent. Et la raison est que cette masse de métal est beaucoup de terre recognée en un petit canton, et que ce vent est fort peu de terre étendue en beaucoup d'espace, car toutes les parties de la matière qui logent dans ce fer, embrassées qu'elles sont les unes aux autres, augmentent leur force par l'union, à cause que, s'étant resserrées, elles se trouvent à la fin beaucoup à combattre contre peu, vu qu'une parcelle d'air, égale en grosseur au boulet, n'est pas égale en quantité, et qu'ainsi, pliant sous le fait de gens plus nombreux, qu'elle est aussi hâtée, elle se laisse enforcer pour leur laisser le chemin libre. Sans prouver ceci par une enfilure de raison, comment, par votre foi, une épique, une épée, un poignard nous blesse-t-il, si ce n'est à cause de l'acier étant une matière où les parties sont plus proches et plus enfoncées les unes dans les autres, que non pas votre chair, dont les pores et la mollesse montrent qu'elle continue fort peu de terre répandue en un grand lieu, et que la pointe de fer qui nous pique étant une quantité presque innombrable de matière contre fort peu de chair. Il la contraint de céder au plus fort. De même qu'un escadron bien pressé pénètre une face entière de bataille qui est de beaucoup d'étendue. Car pourquoi une loupe d'acier embrassée est-elle plus chaude qu'un tronçon de bois allumé, si ce n'est qu'il y a plus de feu dans la loupe, un peu d'espace. Y en ayant d'attaché à toutes les parties du morceau de métal que dans le bâton qui, pour être fort spongieux, enferme par conséquent beaucoup de vide, et que le vide, n'étant pas qu'une privation de l'être, ne peut pas être susceptible de la forme du feu. Mais m'objecterez-vous, vous supposez du vide, comme si vous l'aviez prouvé. Et si cela dont nous sommes en dispute? Eh bien, je vais donc vous le prouver, et quoique cette difficulté soit la sœur de nœud gordien, j'ai les bras assez bons pour en devenir l'Alexandre. Qu'il me réponde donc, je l'en supplie.
Cet hébété vulgaire, qui ne croit être homme que parce qu'un docteur lui a dit, supposez qu'il n'y ait qu'une matière, comme je pense l'avoir assez prouvé, d'où vient qu'elle se relâche et se restreint selon son appétit? D'où vient qu'un morceau de terre, à force de se condenser, s'est fait caillou? Est-ce que les particules de ce caillou se sont placées les unes dans les autres, en telle sorte que, là où s'est fiché ce grain de sablon, là même et dans le même point loge un autre grain de sablon? Non, cela ne se peut. Et selon leur principe, même puisque les corps ne se pénètrent point. Mais il faut que cette matière se soit rapprochée et, si vous le voulez, raccourcir en remplissant le vide de sa maison. De dire que cela n'est pas compréhensible, qu'il y eût de rien dans le monde, que nous fussions en partie composés de rien. Et pourquoi non? Le monde entier n'est-il pas enveloppé de rien? Puisque vous m'avouez cet article, confessez donc qu'il était aussi aisé que le monde ait du rien dedans, soit qu'autour de soi. Je vois fort que vous me demanderez pourquoi donc l'eau restreinte par la gelée dans un vase le fait crever, si ce n'est pour empêcher qu'il se fasse du vide. Mais je réponds qu'à cela n'arrive qu'à cause que l'air de dessus qui tend aussi bien que la terre et l'eau au centre rencontre sur le droit chemin de ce pays une hôtellerie vacante et y va loger. S'il trouve les portes de ce vaisseau, c'est-à-dire les chemins qui conduisent à cette chambre de vide trop étroit, trop long et trop tortu, il satisfait en le brisant à son impatience pour arriver plus tôt au gîte. Mais sans m'amuser à répondre à toutes leurs objections, j'ose bien dire que s'il n'y avait point de vide, il n'y aurait point de mouvement. Où il faut admettre la pénétration des corps, car il serait trop ridicule de croire que, quand une mouche pousse de l'aile une parcelle d'air, cette parcelle en fit reculer devant elle une autre, cette autre encore une autre, et qu'ainsi l'agitation du petit orteil d'une puce l'alla faire une bosse derrière le monde. Quand ils n'en peuvent plus, ils ont recours à la raréfaction, mais par leur foi, comme se peut-il faire quand un corps se raréfie, qu'une particule de la masse s'éloigne d'une autre particule sans laisser ce milieu vide. N'aurait-il pas fallu que ces deux corps, qui se viennent de séparer, eussent été en même temps au même lieu où était celui-ci, et que, de la sorte, ils ne se fussent pénétrés tous trois? Je m'attends bien que vous me demanderez pourquoi donc, par un chalumeau, une seringue ou une pompe, on fait monter l'eau contre son inclinaison. Mais je vous répondrai qu'elle est violentée et que ce n'est pas la peur qu'elle a du vide qui l'oblige à se détourner de son chemin, mais qu'étant jointe avec l'air d'une nuance imperceptible, elle s'élève quand on élève en haut l'air qui la tient embrassée. Cela n'est pas fort épineux à comprendre pour qui connaît le cercle parfait et la délicate enchaînure des éléments, car si vous considérez attentivement ce limon qui fait le mariage de la terre et de l'eau, vous trouverez qu'il n'est plus terre, qu'il n'est plus eau, mais qu'il est l'entremetteur du contrat de ces deux ennemis. L'eau tout de même avec l'air s'envoie réciproquement un brouillard qui penche aux humeurs de l'un et de l'autre pour moyenner leur paix, et l'air se réconcilier avec le feu par le moyen d'une exhalaison médiatrice qui les unit. C'est ici que s'arrête le voyage avec Cyrano de Bergerac. On poursuivra dans une prochaine édition de Voyage au bout de la nuit.
Pour ceux qui vont travailler, je leur souhaite bon courage. Et pour ceux qui vont dormir, eh bien, jolis rêves. À très bientôt. Bye bye.